Alors, donc, on passe à la dernière communication de cet après-midi. C'est donc de M. Jacques Leder. M. Leder est, excusez-moi, il est membre de l'École française d'Extrême-Orient et chef de l'antenne de l'EFO à Bangkok et à Yangon. Il est historien et spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Il a été formé à l'INALCO et à la Sorbonne. Et en particulier, il est spécialiste, parmi les rares spécialistes, il faut le dire, dans le monde de l'histoire de Birmanie au Myanmar à l'époque moderne. Il est, en particulier, il s'intéresse à la relation, au rapport entre bouddhisme et royauté. Il a donc publié beaucoup d'articles et aussi de livres portant en particulier sur la Birmanie du Nord, sur la région de l'Arakan. Et d'ailleurs, c'est dans ces circonstances-là quand je me suis permis, il y a fort longtemps, une petite excursion dans l'histoire justement de Birmanie qu'on s'est croisés il y a peut-être 20 ans, oui. À peu près. Donc aujourd'hui, il va nous parler de foi bouddhiste et exercice de pouvoir pour une histoire du bouddhisme dans l'histoire politique et diplomatique de la Birmanie, et la parole est à vous. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement Sanjay Subramaniam pour cette invitation à cette conférence au Collège de France. C'est un vrai plaisir de pouvoir participer et je voudrais m'excuser de n'avoir pu participer ce matin. Alors, dans le cadre de questions de religion à l'époque moderne, je vous propose ce sujet et le professeur Subramaniam va très bien prononcer foi bouddhique et exercice du pouvoir pour une histoire du bouddhisme dans l'histoire politique de la Birmanie. Je commence donc en effet avec l'énoncé d'une critique. Si je dis pour une histoire du bouddhisme dans l'histoire politique de la Birmanie, c'est que cette religion n'y est pas d'une manière très marginale. Alors ceci est particulièrement frappant, voire sidérant en ce qui concerne l'époque de la première modernité, d'où le choix de mon sujet. Alors, quand on parle de la Birmanie dans les histoires de l'Asie du Sud-Est et dans les brochures touristiques, comme d'un pays viscéralement bouddhiste, on trouve bien dans ces ouvrages la présence du bouddhisme comme un moule culturel. On n'en découvre pas le rôle dans l'histoire politique. En gros, je voudrais donc fonder cette critique en démontrant le rôle, l'importance des croyances, des pratiques et des concepts bouddhiques dans les événements et le jeu politique. Alors, premier point de critique, depuis l'époque coloniale, on a traité de l'histoire politique de la Birmanie et du bouddhisme birman comme deux sujets distincts, tombant sous des types d'enquêtes, de méthodes et de cadres d'interprétation tout à fait différents. Alors, cette dislocation porte à conséquence, elle n'aide pas à comprendre toute la réalité de l'histoire de la Birmanie, ni l'histoire du bouddhisme birman. Alors, je ne suis pas le premier à faire ce type d'observation. Johan Elveskog, cet excellent historien des relations entre le bouddhisme et l'islam en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, a noté dans un article publié en 2013 que certaines religions ont invité une approche minimaliste et d'autres une approche maximaliste quand il s'agit de parler du rôle de la religion dans l'histoire. Alors, en ce qui concerne l'islam, explique Elveskog, l'approche standard des historiens a été maximaliste, stipulant en gros que rien n'a jamais existé dans le monde musulman qui n'était sous les ordres et l'impact de l'islam. Alors pour le bouddhisme, l'approche a été minimaliste, l'impact du bouddhisme a été largement négligé. Cela va sans doute vous étonner si je dis qu'une déclaration de guerre, une mobilisation de l'armée birmane par un roi bouddhiste en birman était toujours précédée du motif que le départ en guerre se faisait pour le plus grand bien du sasana, c'est-à-dire de la religion bouddhique. Alors tout simplement, ça n'a jamais vraiment été écrit. Il y a donc lieu de faire une sévère critique de cette dislocation et de cette tradition de l'écriture de l'histoire. Deuxième point de critique, l'étude du bouddhisme Theravada dans le cadre des sciences religieuses, évidemment aussi une autre tradition intellectuelle occidentale, a passé par un processus semblable de myopie thématique et méthodologique. Les philologues ont bien étudié les textes canoniques du bouddhisme, se sont intéressés aux origines du bouddhisme en Inde, la biographie du fondateur, l'histoire des doctrines et la constitution de l'ordre religieux du Sangha. Certains se sont aussi intéressés au modernisme bouddhiste, c'est-à-dire l'évolution du bouddhisme tel qu'il sortait sous l'effet, qu'il évoluait sous l'effet des pressions colonialistes et la colonisation européenne.
Il fut rejoint au XXe siècle par les anthropologues qui ont tant fait pour nous faire comprendre le bouddhisme réellement existant que souvent ils ont appelé bouddhisme populaire ou bouddhisme pratique. Alors certains chercheurs interdisciplinaires ont reformulé le constat de cet écart entre la tradition livresque, canonique d'un côté, soi-disant pure, et le bouddhisme mélangé à des traditions spirituelles et des croyances populaires de l'autre, comme ce qu'ils appelaient la grande et la petite tradition. Mais au-delà de ces généralités, l'histoire du bouddhisme pendant l'époque moderne, du XVe au XVIIIe siècle, ce qui est en fait l'époque la mieux connue de l'histoire humaine en Asie du Sud-Est, l'histoire de ce bouddhisme durant la première modernité n'a pratiquement jamais fait l'objet d'études. A fortiori, il s'est trouvé marginalisé dans l'écriture de l'histoire, même après la Deuxième Guerre mondiale. Troisième point de critique, l'institution au cœur du bouddhisme, en tant que corps social et institutionnel, c'est le Sangha, c'est l'ordre des moines. Pas de bouddhisme sans les moines. En dépit de recherches tout de même assez abondantes pour déterminer la relation entre le Bouddha et les rois, et je peux faire référence ici aux conférences d'André Barou, ici même au Collège de France, recherche aussi sur l'interaction entre le Sangha et le pouvoir politique, puis à l'époque contemporaine, recherche sur l'activisme politique de droite et de gauche des moines. La tradition de pensée dans la recherche occidentale reste quand même très profondément ancrée dans la conviction que le Sangha, l'ordre des moines, n'était pas mêlé à la politique. On a parlé, on s'est plutôt limité à parler des deux roues, la roue de la doctrine, le Dhammachakra, les moines, et la roue qui est fait tourner par les rois, les Chakravartis, l'idée d'un monarque universel. Donc là, on en est resté, en gros, à discuter d'un idéal politique, d'un idéal religieux, représenté effectivement dans l'art et les textes anciens. Alors pourquoi on en est venu à cette situation ? Je m'en tiendrai, en gros, à une critique des historiens. Il est vrai que cette religion a intéressé les philologues, elle n'a pas beaucoup intéressé les historiens. Alors il faut comprendre que les premiers historiens de la Birmanie, c'était des historiens, à l'époque coloniale, c'était des administrateurs, très souvent des administrateurs, qui pouvaient peut-être s'appuyer sur des chroniques locales et écrire une histoire nationale qui s'alignait sur l'historiographie des peuples telle qu'elle était écrite en Europe au XIXe siècle. Et ce qui comptait, c'était évidemment l'histoire des peuples dominants. Or, la Birmanie est un pays multiethnique qui ne formait pas dans le passé précolonial un territoire uni avec des frontières précises et un seul peuple. Pendant des périodes étendues de son histoire, le territoire se répartissait entre divers royaumes avec différents groupes ethniques dominants, outre les Birmans, la population des Mon et la population des Arakanais, trois populations majoritairement bouddhistes qui ont dominé l'histoire politique entre le XVe et le début du XIXe siècle. Les historiens coloniaux s'intéressaient aux guerres et aux conflits entre ces populations. Ils ne sont pas intéressés au bouddhisme, même pas en tant que fond commun de la culture. Alors on m'a fait la remarque dans une discussion d'ailleurs ce matin en disant mais si, on en parle. Certes, on va parler du bouddhisme au moment de fixer les origines, l'arrivée du bouddhisme. Voilà. On n'en a certainement pas parlé comme réservoir de concepts qui ont nourri la pensée et l'action politique, donc des sujets dont je voudrais parler. Alors on peut se poser la question, est-ce que rien n'a changé depuis, sur le fait des études de l'Asie du Sud-Est ? Oui et non. Évidemment, les études sur l'Asie du Sud-Est, la baie du Bengale, l'océan Indien, nous ont énormément apporté de choses pour mieux comprendre la place d'un pays comme la Birmanie dans un contexte asiatique, voire global. L'étude des réseaux économiques et sociaux, les perspectives globales injectées par les recherches pluridisciplinaires, tout cela a évidemment provoqué une prise de conscience des dynamiques qui sont sous-jacentes du récit événementiel et politique. Mais alors pour les historiens de l'Asie du Sud-Est, je crois depuis la Deuxième Guerre mondiale, une des grandes questions de leur recherche a été le changement et la continuité. Et en juger du cas de la Birmanie, on peut dire que le bouddhisme était résolument placé dans le camp de la continuité. Donc le bouddhisme, c'était un moule culturel et ça formait comme une sorte de cadre pérenne pour le reste de l'histoire. Il faut comprendre aussi que ce legs scientifique colonial ne dirige absolument pas l'historiographie nationale, voire nationaliste d'un pays comme la Birmanie indépendante. Voilà, c'est l'idée d'une civilisation bouddhique qui est très valorisante pour l'État, pour écrire une histoire ethnocentrique, et ce modèle d'une culture unique produit donc et représente le bouddhisme comme une sorte de grand monolithe. Rien n'a changé.
Je conteste cette perception et cette interprétation de la place du bouddhisme dans l'histoire birmane, et je voudrais donc montrer comment le bouddhisme n'était pas ce monolithe, mais comment il a pu jouer, ses pratiques, ses croyances ont pu jouer un rôle dans les dynamiques politiques et sociales de ce pays. Voilà, alors je vais commencer avec quelque chose de très traditionnel en disant quelques mots sur la cosmologie bouddhique et l'histoire linéaire des rois. Car si souvent dans les présentations de l'Asie en général, du pays bouddhiste en particulier, on insiste sur cet aspect cyclique, l'idée donc que les bouddhistes accordent moins d'intérêt, soi-disant, à l'histoire linéaire de chez nous, parce qu'ils embrassent cette cosmologie cyclique. Quand on regarde le cas précis de la Birmanie et des chroniques royales, une sorte de chroniques officielles, on voit très bien que c'est une perspective sur le cycle précédent de Bouddha historique dont nous parlons, et la croyance que ce cycle va durer 5000 ans. Donc quand vous considérez que la période de la première modernité, disons 16e, 17e, 18e siècle, dans la manière dont ils voyaient le début de leur religion, depuis l'époque du Bouddha, on avance vers la moitié de ce cycle, et donc vers une période de déclin, car la croyance, c'est il y aura progressivement un déclin du bouddhisme et des pratiques bouddhistes. Deuxième élément important, l'idée fondamentale qu'il y a une corrélation entre le macrocosme du mouvement des planètes et des étoiles et le microcosme de l'humanité sur Terre. Alors, c'est un concept essentiel qui sous-tend l'idée qu'il faut donc rechercher l'harmonie entre l'État et son fonctionnement d'un côté et l'univers tout entier. Donc, le roi a une responsabilité dans le destin cyclique. Le roi bouddhiste birman sait qu'il a une vocation et un rôle à jouer dans cette histoire. Et ce rôle, c'est la sauvegarde de la religion, la sauvegarde de l'enseignement du Bouddha, la préservation des textes, le soutien de l'ordre des moines que le Bouddha a créé. Voilà, et c'est même son propre sort qui en dépend. Alors quand les historiens occidentaux ont pris compte de cet élément, la cosmologie bouddhique, dans leur présentation, je dirais au milieu du XXe siècle, leur présentation s'arrête très souvent à cette théorie de l'espace comme s'il s'agissait d'une sorte de décor de la vie, de la culture, plutôt qu'une réalité saisissable par des pratiques. Alors là, j'en viens à parler de l'astrologie. On peut dire que c'est un produit de cette croyance dans la corrélation entre le macrocosme et le microcosme. Et c'est une sorte de science, si j'ose dire, extrêmement importante dans le jeu politique, à côté d'ailleurs d'autres sciences de la prédiction en Birmanie. Car s'il y a une histoire du passé, il doit aussi y avoir la possibilité d'une histoire du futur. Ça, c'est une idée qui n'a pas choqué les Birmans, mais reflétait en fait une sorte de conviction sur les corrélations dans l'univers entre le macrocosme et le microcosme. Alors, comment on en arrive du macrocosme au microcosme? Là, je reprends une représentation assez abstraite, si vous voulez, de la cosmologie. L'idée qu'au milieu du cosmos, il y a le mont Meru qui est entouré de 7 chaînes de montagnes qui sont représentées ici par des cercles. Et dans la mer qui entoure cet espace, il y a 4 continents. Donc, le plus important pour nous, c'est le continent qu'on appelle le continent du Sud, Jambudvipa. C'est là où les hommes vivent, c'est là où les rois universels règnent, et c'est là où tous les Bouddhas de tous les cycles vont passer. Alors, on retrouve ce modèle cosmologique, et ici vous voyez une sorte de coupe verticale où les chaînes de montagnes sont représentées simplement par des piliers, et l'élément rectangulaire au milieu, c'est en fait le mont Meru. Voilà, on a découvert, on s'est rendu compte que dans l'urbanisme des capitales bouddhiques en Asie du Sud-Est, et aussi l'architecture palatiale, on retrouve des éléments de cette croyance dans ce type de cosmologie. Le palais représentant le mont Meru au milieu, donc situé au milieu de la ville. Mais alors on est tenté d'y voir que du symbolisme. En réalité, la capitale, le centre politique, c'est un lieu de pouvoir magique, c'est un lieu quasiment surnaturel. Et la possession du palais était l'expression d'une prise de pouvoir efficace et réelle. C'est pourquoi, très souvent, les rois ne quittaient pas le palais, parce qu'ils avaient peur de se faire déposséder du palais, et donc de devoir céder le pouvoir, parce qu'une interprétation soudainement devenait possible que l'ordre des choses avait été violé.
Alors, autre chose importante, tous les Bouddhas de toutes les ères, je viens de le dire, passent leur existence sur ce continent. Les Bouddhas enseignent aux êtres humains et transmettent leur enseignement aux hommes, appelés à le conserver. Donc, il revient aux rois bouddhistes d'assurer les conditions d'ordre social et politique pour que cet enseignement des Bouddhas soit transmis. On est toujours dans une histoire linéaire. Alors, les élites birmanes étaient convaincus que l'enseignement du Bouddha, le Bouddha historique, ayant été dispensé dans le nord de l'Inde, avait ensuite été sauvegardé par des rois à Sri Lanka. Comme vous savez, le bouddhisme disparaît en Inde. Ce bouddhisme ayant été prêché en Birmanie est adopté dans sa plus pure version par les rois Apagan, l'époque classique, 11e, 13e siècle, et doit en principe être sauvegardé et transmis fidèlement par les rois birmans. Tout cela ne pouvait pas être un hasard. Le Bouddha n'a rien laissé au hasard. Le Bouddha historique, c'est la croyance des Birmans, des Thaïs, des Cambodgiens et de beaucoup d'autres populations bouddhistes. Le Bouddha historique serait passé dans leur pays. Et donc, c'était une croyance extrêmement importante parce que le Bouddha a laissé des traces. Et je viendrai en parler des reliques dans un instant. Toujours est-il qu'il y a là un ensemble de croyances que la Birmanie partage avec d'autres pays bouddhistes extrêmement denses, extrêmement solides et qui fondent une sorte de géographie apocryphe qui en fait territorialise le bouddhisme. Très souvent, je crois, dans l'imagination de l'Occident, le bouddhisme, c'est quelque chose qui flotte, alors en fait que c'est une religion ancrée dans le sol, parce que le Bouddha a laissé des traces. Le bouddhisme est en Birmanie, pas seulement à cause des missionnaires, il est venu de l'Inde, il y a des histoires qui parlent des missionnaires, mais aussi parce que les Bouddhas eux-mêmes s'intéressent à la Birmanie. Et c'est quelque chose qui est très présent dans la religion pratiquée aujourd'hui. Vous demandez à un Birman, il est fier. Je suis fier d'être né en Birmanie, comme ça je suis bouddhiste. J'ai accès à cette religion. Voilà, donc c'est une question, on en vient là à une question existentielle et évidemment aussi politique. Alors il y a quelque chose, je ne vais pas vous raconter et essayer de raconter l'histoire de la Birmanie, mais procéder par des exemples que je considère comme significatifs. Et il y a quelque chose d'assez particulier en Birmanie, c'est ce qui a été observé par les historiens, c'est les changements de capitale. Alors regardez ici, il y en a, j'en ai indiqué 3 ici avec les points rouges. Ava, Taungu et Pegu, et vous voyez au milieu les dates pendant lesquelles ces villes étaient des capitales birmanes. Ces villes étaient des capitales birmanes. Alors quand on regarde au XVIIIe siècle, une sorte d'autre cycle, plus au centre de la Birmanie, aussi avec un choix limité de lieux qui se succèdent à échéances pas très régulières. Alors mon collègue Alexei Kirichenko, qui est un grand spécialiste du bouddhisme birman, s'est particulièrement intéressé à cette question qui se pose de ces changements fréquents de capitale à l'époque moderne. C'est vraiment un fait majeur. Alors il utilise là le terme pour le bouddhisme, en fait une sorte de succession de la transmission du bouddhisme et interprétation de la capitale comme un repository ou mainstay, qui en français pourrait peut-être se rendre par pilier, reposoir, pour utiliser là un texte bien catholique, mais reposoir de la vraie religion du Bouddha. Le Bouddha ayant prévu et prédit qu'il y a une sorte d'ordre de succession et qu'il y a des prophéties qui annoncent cet ordre de succession. Alors, je ne vais pas essayer ici, par le biais du bouddhisme, de réécrire l'histoire de la Birmanie. Évidemment, il y a d'autres éléments que les historiens ont apportés, que ce soit de nature écologique ou économique, mais là, il y a une dimension dans ces changements et cette évolution qui témoigne d'un fond de croyance à la cour extrêmement forte et pendant plusieurs siècles. En fait, Kirichenko retrace toute une tradition textuelle qui remonte au XIVe siècle et s'étend jusqu'à la fin de la monarchie au XIXe siècle. Donc là, on voit un impact réel sur la politique des rois birmans. Évidemment, vous allez me dire, ça c'est de la théorie. Effectivement, il y a des théories, des prophéties, mais comment les choses pouvaient se passer en pratique? Alors, il y a des contestations, des textes qui rivalisent, des interprétations. Évidemment, on imagine bien aussi des rois qui se fait annoncer la fin de sa dynastie, qui n'étaient pas contents, donc des résistances. Et toute une complexité qui est reflétée dans cette tradition de textes. Je ne vais pas continuer à m'y étendre davantage, mais en tirer la conclusion que
il faut que les historiens, pour une histoire du bouddhisme dans l'histoire politique, être attentifs à cet environnement religieux, à ces dynamiques de croyance. Parce que je pense qu'il y a là une appropriation de la sotériologie bouddhique pour les besoins de la royauté. Et même plus, en fait, c'est un discours... cette appropriation, c'est une sorte de discours qui est profondément ethnocentrique parce que ça joue en faveur du rôle des rois birmans dans l'histoire. Autre élément, et là je reviens vers des sujets bien établis, bien traditionnels dans les contextes économiques des discours sur la baie du Bengale, il y a aussi des réseaux bouddhiques, des réseaux bouddhiques qui s'étendent sur des siècles et qui sont liés d'abord à des croyances sur les reliques, les origines du bouddhisme, la transmission du bouddhisme. Alors je viens de dire que les reliques dans ce contexte politique sont importants. Je veux dire, la croyance aux reliques est tout aussi importante dans le bouddhisme que dans le christianisme orthodoxe ou catholique. Et l'importance, pourquoi? Parce que la relique est une preuve du passage du Bouddha et de l'intérêt du Bouddha pour la Birmanie. Les reliques créent un lien affectif avec le Bouddha. Très souvent, quand les bouddhistes birmans parlent du bouddhisme, ils parlent notre Bouddha. C'est une sorte d'appropriation et une sorte d'intimité avec cette religion. Et les reliques sont une source de confort religieux parce qu'elles sont magiques et sont liées à des pratiques pieuses. Alors, quelle est la signification politique? Pour les rois, les reliques, avoir des reliques, ça veut dire avoir de la légitimité. Et donc, ils veulent contrôler des sites qui possèdent des reliques parce que cela leur confère d'abord un énorme prestige, ce pouvoir magique qu'ils s'approprient, et aussi, et c'est là ce que je voudrais mettre ici en exergue, cette reconnaissance au-delà des frontières, parce qu'elles deviennent importantes sur un plan des relations extérieures. Alors, si ici j'ai présenté cette carte qui vous montre ce triangle, c'est quelque chose dont les collègues ont parlé pour l'époque de Pagan, donc il y a un millénaire, mais c'est qui est encore tout à fait vrai pendant toute la période de la première modernité. Il y a des missions d'échange de moines, il y a des moines birmans qui vont à Sri Lanka chercher des textes catholiques, les comparer pour voir qu'ils ont été bien copiés, des moines qui se font réordonner de part et d'autre de la baie du Bengale, et il y a aussi des contacts au niveau d'échange ou d'obtention de reliques. Alors, parler de reliques, souvent on en vient à parler à les grandes histoires de la dent du Bouddha ou d'une dent du Bouddha. Ici, vous avez la Rajaminisula Kamuno Asegang au centre de la Birmanie, qui a aussi la réputation d'être un stupa reliquaire du XVIe siècle où il y a une dent du Bouddha. Et à droite, j'ai mis cette représentation d'un petit reliquaire en fait produit à l'époque coloniale qui se trouve à Sri Lanka, juste pour vous donner une idée de ce que représente le reliquaire en petit format, qui peut éventuellement contenir une dent. Alors, ce tableau énorme, permettez-moi de vous initier tout doucement, c'était pour reprendre un peu ces histoires fameuses de la dent du Bouddha à Sri Lanka. Je ne sais pas si quelqu'un a passé à Sri Lanka, mais en fait, les bouddhistes singalais s'enorgueillissent d'avoir une dent du Bouddha qui se trouve dans un temple à Kandy. Alors, on nous raconte qu'en 1411, cette relique, la dent du Bouddha, avait déjà été emmenée en Chine lors de la deuxième mission de l'amiral musulman Cheng He. Donc, apparemment, elle était présentée à l'empereur chinois. Bon, très bien. Toujours est-il que 50 ans plus tard, il y a un roi, c'était un roi Mon du royaume du sud de la Birmanie, envoie des offrandes à une dent du Bouddha aussi située à Sri Lanka. Et puis nous nous retrouvons, et là je ne vais même pas aller parler de cette histoire, de la destruction de cette dent à Goa par les catholiques sous les ordres de l'évêque, ça je ne vais même pas y arriver, mais déjà vous dire qu'apparemment un roi birman a sauvé la dent, et c'est celle qui se trouve finalement dans cette pagode où elle a été placée au XVIIe siècle par un autre roi. Alors là, je saute au XXe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus rien à raconter pour le XVIIe, XVIIIe et XIXe. Non, c'était simplement pour vous donner des exemples, pour vous montrer que le culte des reliques, l'échange des reliques, le rôle politique dans la diplomatie de ces pays bouddhistes qu'est la Birmanie reste jusqu'à présent. En fait, à l'époque coloniale, quand on a trouvé des reliques du Bouddha à Peshawar, c'est qu'au Pakistan actuel, elles ont été remises à des moines birmans. Ils peuvent toujours être visités par les touristes à Mandalay, à ce temple de ce moine Ukanti. Donc ça, c'est les autorités coloniales qui font de la politique interne dans l'Empire britannique.
Mais là encore, au milieu du XVIIIe siècle, Alexander Cunningham avait trouvé des reliques à Sanchi, dont une partie a été remise un siècle plus tard par le gouvernement indien au gouvernement birman, à ce premier ministre très pieux qui s'appelait Unu, et qui se trouve à la grande pagode Kabae à Rangoon aujourd'hui. Et alors, sous ce même Premier ministre, pour une première fois, on a fait venir une dent conservée dans un temple à Pékin, alors cette dent-là, elle est revenue encore à plusieurs reprises sous la junte militaire jusqu'en 2011, où elle a transité par la nouvelle capitale, à Naypyidaw. Ça vous montre donc à quel point les reliques, ça transfert, voyage, pèlerinage, etc., tout ce complexe d'activités se mélange à ces croyances séculaires, garde toute une actualité. Voilà, là, sur cette veine-là, on pourrait éventuellement continuer encore, mais là j'en viens à parler un autre exemple qui traite plus proprement donc, de la guerre et de la diplomatie, donc du conflit. Alors j'ai à peine besoin de vous dire que ce sujet violence et religion a été, je ne vais pas dire à la mode, mais quand même a été travaillé par un grand nombre de chercheurs. Ici, moi, je vais me concentrer sur deux thèmes, qui est la rhétorique bouddhique de la légitimité royale et la signification politique de l'architecture religieuse. Alors ici, je présente juste quelques livres qui touchent ce sujet, bouddhisme et violence, qui en général s'accrochent à des problématiques contemporaines. Alors certainement pas, moi je ne vais pas me mettre à rejoindre une critique d'une certaine image du bouddhisme, religion particulièrement plus pacifique que les autres, ou parler de faire une critique de la valeur de l'histoire de tolérance du bouddhisme en particulier. Mon propos, c'est, comme je l'ai annoncé, de démontrer que la manière dont les concepts bouddhiques ont pénétré la pensée et le pouvoir royal et sa légitimité offre, dans ce contexte-là, des arguments et des instruments rhétoriques dans la compétition entre rois bouddhistes. On parle de guerre entre les rois bouddhiques, les rois du Siam, les rois de Birmanie, les rois du Siam, les rois du Cambodge et des rois bouddhiques. Dans ce contexte, il convient aussi de dire peut-être un mot sur le rôle des moines comme messagers, comme ambassadeurs, comme médiateurs dans ces situations de conflit. Alors là, je voudrais entrer dans un contexte très particulier, celui qui est au milieu du XVIIIe siècle. C'est l'époque de la guerre de 7 ans en Europe, dans l'océan Indien, en Amérique du Nord. Dans ce contexte-là, la Birmanie est déjà dans un état de guerre depuis pratiquement 17 ans. Et dans ce contexte de guerre où, en gros, pour simplifier à l'extrême, il y a un royaume dans le sud qui était confronté à un royaume dans le nord, où le royaume du sud l'emportait dans une première phase, et puis une sorte de réaction qui vient quand il y a un jeune chef de village qui lève, si vous permettez, le drapeau pour mener la résistance birmane. Et il mène la guerre pendant toute sa carrière, à partir de 1752. Il a pris un nom de guerre qui est celui de Elampaya, ça veut dire futur roi juste, et qui mène des troupes de plus en plus grandes vers le sud. Les années essentielles et les événements qu'on connaît, 1755 à 1757. Alors, la guerre est en train de tourner en faveur de cet homme de campagne qui était Langpeya, qui accumule des triomphes militaires. Je vous signale, entre parenthèses, que ce roi, au début du XIXe siècle en France, on en écrit une biographie sous le nom de Napoléon. Donc, il a été comparé à plusieurs reprises à Napoléon. Je crois que c'est le seul roi birman qui apparaît dans la biographie universelle publiée au XIXe siècle. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, dès la fin de 1755, ce jeune homme remporte des triomphes militaires. Mais comprenez bien, c'est un chef de village, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un membre de l'ancienne noblesse. Donc il doit encore apprendre à être roi. Donc il est en demande d'anciens ministres pour lui expliquer quelle est ma légitimité, comment faut-il que je me comporte. Et ce qui était extraordinaire pour moi, il y a quelques années, quand j'ai découvert qu'il avait échangé des lettres avec son adversaire. Des lettres qu'il écrit à son adversaire, qui était le roi là, du Sud, le roi de Pégou, qui s'appelait Minyadala. Et parce que ces lettres offrent une perspective, une vision sur ce que l'élite bouddhiste entendait par la légitimité de ce combat, de cette guerre.
Alors, un roi bouddhique en guerre, il n'affiche pas son pouvoir militaire supérieur. Il va dire « je suis le meilleur, je suis plus fort ». Non, il affiche la supériorité de sa légitimité. Langpeya explique à son adversaire « tu es un roi légitime, mais ta légitimité, ton karma, si vous voulez, vient de s'épuiser, le capital politique est épuisé, donc le roi adversaire n'a plus qu'à se rendre ». Alors, je voudrais vous montrer quelques citations de ces lettres. D'abord, l'affirmation de la légitimité supérieure. Langpeya, en 1755, il écrit à Binyadala, et je lui dis « Je veux que les rois de tous les pays comprennent que je suis un seigneur du destin doté de pouvoir grâce à ses mérites. Je veux recevoir l'allégeance de tous les rois et servir de guide à tous les êtres vivants sur la voie vers le nirvana et la vie après la mort d'après l'enseignement du Bouddha omniscient. » Voyez-vous, ce n'est pas seulement un roi, non, c'est quelqu'un qui s'érige en maître, même religieux, parce qu'il y a une vocation cosmique. Donc, si la guerre continue, la guerre est terrible, parfois... Rarement il y a une évocation de la violence, mais la guerre est terrible, les gens souffrent, mais la responsabilité morale revient à l'adversaire. C'est à l'adversaire de rendre ses armes. Alors il écrit dans la même lettre « Je suis ici pour vous avertir, conformément à l'enseignement contenu dans les 3 parties du Pitaka, c'est-à-dire les écrits canoniques du bouddhisme, qui furent enseignés par le Bouddha omniscient qui a pratiqué les 528 formes de la compassion à l'égard de tous les êtres vivants. Ayant déjà assujetti des gens, ne considérez-vous pas qu'ils seront vos ennemis dans le cycle de rétribution d'existence future, tout comme dans le cas du Bouddha lui-même, qui n'arrivait pas à atteindre le nirvana durant ses existences précédentes à cause de rancune et de sentiments hostiles. En gros, il dit donc à l'adversaire, ne vous obstinez pas, ne soyez pas aussi têtus, rendez-vous. Évidemment, l'ennemi ne voulait pas entendre raison. La guerre continue encore pendant une très longue année, jusqu'à ce que l'adversaire se met aussi à répondre, à réagir, mais chercher encore un compromis. Excusez-moi, là, je n'avais pas oublié de pousser le bouton. Excusez-moi. Ça aurait peut-être aidé un tout petit peu à pouvoir suivre le texte ici. Très souvent, dans ces lettres, il y a des références très brèves aux écrits bouddhiques. Donc, il faut décoder par référence à la littérature bouddhiste, au texte. Donc, dans une de ces lettres, donc on en est une année plus tard, en juin 1756, une année plus tard, l'adversaire avait déjà réagi, cherchait une sorte de compromis pour sauver son trône. Il lui répond « Quoique vous ayez beaucoup parlé d'alliance et souhaité notre amitié, certaines de vos paroles sont utiles et d'autres non. Pour parler d'amitié durable entre des rois, inspirez-vous plutôt du Buddhista Jataka. » Alors ça veut dire quoi ? Les Jatakas, ce sont les histoires des vies antérieures du Bouddha. Il y en a plus que 500. Celle-ci est particulièrement bien connue. Alors, dans le Buddhista Jataka, on raconte précisément l'histoire d'un roi qui comprend qu'il va perdre la guerre et qui envoie une princesse, sa fille, à son adversaire pour montrer qu'il va se rendre. Voilà donc le conseil qu'il lui donne. Donc c'est la cour, ceux qui écrivent, ils sont très bien informés sur le niveau, sur les textes canoniques religieux. Bon, la guerre continue, le roi adversaire s'adresse à une délégation de moines, envoie un groupe de moines pour négocier, voilà, toujours un compromis qui sauverait la face au roi Binyadala. Et alors, Langpeya répond, parce qu'il n'a pas envie maintenant, il est sur le point de remporter la guerre, il répond « Pour les bodhisattvas, il dépend des conditions de temps et de lieu, si la colère vient d'abord et la compassion ensuite, ou la compassion d'abord et ensuite la colère. » Donc c'est très clair, il n'y a pas question maintenant de négocier, ce n'est pas le moment, mais ce qui est remarquable à nouveau, Bodhisattva, ça veut dire futur roi. Donc le roi se présente, moi je suis roi du destin, je suis aussi promis à être un futur Bouddha. Bon, finalement, l'adversaire va perdre la guerre, et là c'est une citation de l'adversaire de Binyadala.
qui finalement, donc en décembre 1756, devra se rendre, et il écrit au roi conquérant: « Quand vous êtes arrivé, j'avais le plan pour m'opposer à vous, et je m'astreignais jour et nuit à des préparations pour défendre la ville, les douves et les canaux. Grâce à votre karma dans le passé, le pouvoir dû à vos mérites n'a cessé de croître jour par jour, et il est énorme. J'ai manqué dans mes efforts pour m'opposer à vous. Comme vous voulez atteindre l'éveil d'un Bouddha, témoignez de vos suprêmes vertus et soyez indulgents. » Donc le roi qui perd la guerre, il implore la compassion. Et vous voyez, dans cette rhétorique totalement religieuse, utilisant un vocabulaire bouddhique, il reconnaît en quelque sorte l'ambition, l'espoir ou la croyance de son adversaire. Alors, ayant travaillé plusieurs années sur la biographie de ce roi, je voulais en savoir à peu près tout, et je regardais une sorte de biographie militaire de Langpeya, et je recherchais aussi ses œuvres de mérite, c'est-à-dire fondation de pagodes. Et alors, j'ai pu constater qu'il n'y avait pas le total, il y avait des endroits qui n'étaient pas indiqués, et alors je regardais d'un peu plus près. En fait, ce que je constate, c'est qu'il y a une correspondance fidèle entre les victoires militaires et les fondations des pagodes. Alors, quand vous parlez d'architecture bouddhique, en général, vous voyez les pagodes, on les apprécie pour leur qualité esthétique et surtout religieuse, évidemment. Chaque pagode est un reliquaire, donc commémore à nouveau le Bouddha, établit cette relation entre le fidèle. On n'y pense pas automatiquement à la signification politique, et a fortiori militaire. Et ici, elle est purement militaire, parce qu'il y a un roi qui ne s'est jamais reposé jusqu'à la fin de ses jours. Il était en train de mener ses troupes à la guerre. Voilà, donc, ayant parlé de ce sujet guerre et diplomatie, je voudrais terminer avec une dernière partie, en parlant en fait d'un sujet qui s'imposait, l'idéal même de la royauté, et je crois qu'elle a été déjà évoquée à plusieurs reprises. Il n'y a pas grand-chose en fait dans les textes canoniques de nature politique, mais ce qu'on y trouve, ce qu'on peut représenter comme une sorte de modèle de la royauté bouddhique. D'un côté, le concept du Chakravartin ou Chakrawati en pali, une sorte de super-homme, de roi supérieur dont le pouvoir est un charisme énorme parce qu'il peut s'imposer sans violence. Le roi Chakrawati n'a pas besoin d'utiliser la violence. Et là, une conception, je dirais, largement cosmologique et hiérarchique. Il y a un autre concept, celui du Dhamaraja, le roi de la loi, le roi qui fait régner l'ordre. C'est en fait un modèle qu'on retrouve dans les chroniques avec le premier roi mythique du roi Mahasamata, dont on dit qu'il a été plébiscité par le peuple parce que le peuple, il veut l'ordre, il veut que le roi sauvegarde la paix et l'ordre de la société. Alors, quand vous consultez des ouvrages sur l'histoire des pays de l'Asie du Sud-Est, vous allez toujours trouver ce type d'explication. Mais en fait, les historiens ne sont pas vraiment posé la question, je pense, quel de ces modèles jouait en fait quel rôle dans quelle société ou dans quel pays. Quand vous allez étudier l'histoire du vieux Siam, en fait, l'épigraphie thaï, elle est entièrement orientée sur le Chakrawati. En revanche, en Birmanie, c'est plutôt ce modèle du Dhamaraja qui s'impose. À nouveau, quand on consulte ce qu'il y a comme littérature actuellement, on a l'impression que c'est une sorte de modèle fixe. Rien n'a changé, aucune flexibilité. C'est un modèle qui était tel tout le temps. Et alors, les recherches les dernières années sur la représentation et le fonctionnement du concept du Dhamaraja montrent quand même qu'il y avait là suffisamment de flexibilité, surtout au niveau des préceptes, de la manière dont le roi Dhamaraja doit agir, qui montre très bien qu'il y avait des concepts qui n'étaient pas complètement figés et inamovibles, mais c'était des concepts flexibles et ouverts à des interprétations. Alors, juste un petit clin d'œil sur ce qu'on a pu voir récemment dans les études bouddhiques, et je pense que ça mérite d'être mentionné, dans le contexte de ce qu'on appelle la Comparative Political Theory.
d'une recherche sur la théorie politique de culture non occidentale. Il y a aussi un effort qui a été fait sur le plan du bouddhisme, alors théorie politique du bouddhisme. Alors ce qui me frappe, là aussi, c'est on se penche sur les concepts canoniques comme Chakravarti et Dhamaraja, et puis on saute à des problématiques contemporaines. Et on ignore totalement l'expérience historique de la période de la première modernité. Je trouve que c'est ça, en fait, qui m'a motivé à présenter cet état des choses. Et évidemment, il y a des critiques à faire. Je ne déconseille absolument pas les ouvrages de ces très chers collègues, mais en fait, c'est assez frappant, quoi, qu'on saute un peu sur ce qu'on peut connaître le mieux, c'est-à-dire la réalité de l'histoire des derniers 4-5 siècles. Voilà. Alors, le roi juste, un modèle en Birmanie particulièrement important. Et là, je voudrais aussi aller dans une autre direction que la Birmanie et parler de ce royaume qui se trouve à l'ouest de la Birmanie, qui s'appelle le royaume d'Arakan, et qui était un royaume bouddhiste indépendant pendant de 1430 à 1784, quand il a été conquis par les rois birmans. Et c'est un royaume assez particulier. Il se trouve là à la frontière entre le monde de l'Inde, mais surtout le Bengale, la région la plus islamisée du sous-continent indien, et la royauté, les royaumes birmans. Et il a évolué comme un royaume bouddhiste, certes, mais avec une importante minorité musulmane. Sans doute les uns ou les autres ont pu suivre l'actualité, entendu parler des Rohingyas, c'est dans ce cadre-là, et complexe, etc., dont je ne vais pas parler. Moi aussi, je regrette un petit peu, je ne vais pas en venir à parler de la relation entre le bouddhisme et l'islam, ça aurait pu être fait, mais le temps, je crois, va quand même nous manquer. Ce que je voudrais montrer dans ce contexte donc, assez particulier d'une position marginale d'un royaume bouddhiste, qui donne sur le monde maritime, qui donne sur l'océan Indien, qui est beaucoup plus ouvert aux influences qui viennent de l'Inde, c'est au moment de sa grandeur, au XVIIe siècle, qu'on voit très clairement un recentrage de la royauté sur son identité bouddhique. Et c'est précisément dans le choix de titres, dans les changements, l'évolution de l'architecture religieuse, dans la numismatique où on passe, regardez en haut s'il vous plaît, c'est très rare en fait, des monnaies trilingues, des monnaies en araké qui étaient jusqu'au début du XVIIe siècle arakanais, persan et sanskrit. Et on en vient à des monnaies au début du XVIIe siècle qui sont unilingues, seulement arakanais. Ici à gauche, vous voyez un temple du XVe, vous voyez un temple du XVIIe. Là, on voit aussi cette évolution. Ce temple ressemble beaucoup plus au temple qu'on connaît bien de la Birmanie. Et finalement, le choix, très clairement un choix de l'élément d'Amaraja dans les titres à partir, donc, je dirais, de la deuxième décennie du XVIIe siècle. Voilà, ça apparaît déjà avant et ça apparaît aussi dans d'autres titres, mais là, c'est une sorte de suite continue. Et il y a encore un certain nombre d'autres éléments qu'on pourrait citer. Donc ça, je pense que c'est un exemple qui mérite d'être signalé. Puis je reviens vers le sujet que j'ai déjà commencé à embrasser sur le concept et la flexibilité du concept de Dhamaraja et aussi des préceptes. Alors, quand on regarde les chroniques royales à la fin de leur production sous l'initiative des rois au début du XIXe siècle, dans toutes ces chroniques, il y a des listes de préceptes, qui sont associées à cette notion du Dhamaraja. Comment doit être le roi juste? Par exemple, ce qu'on appelait les 7 principes des rois de ce monde, les 10 principes du roi vertueux, les 4 préceptes visant la popularité du roi, les 4 bonnes voies de l'impartialité. Vous voyez, donc il y a tout un code d'éthique et on peut se dire, bon, qu'est-ce que ça peut bien valoir ce code éthique et ce qu'il y a là dedans pour la royauté. Et en fait, et je vais quand même être un peu bref ici, ces notions, et pas citer toutes les listes, ce sont là des notions flexibles à des interprétations qui ont permis un discours sur des réformes à partir de la fin du XVIIIe siècle. Alors, un peu plus concrètement, parler sous l'impact notamment de la menace anglaise, rappelons que la Birmanie est devenue anglaise
sous l'effet de 3 guerres en 1824-26, 52 et 85-86. Donc, par 3 phases, la Birmanie fera partie de l'Inde britannique. Et tant que la royauté existe, des efforts ont été faits pour répondre à ces défis, pour se défendre, c'est-à-dire d'un point de vue militaire, mais aussi pour démarrer des réformes internes, constitutionnelles, économiques, fiscales et financières. Le ministre le plus fameux à cet égard, c'est Yomyenji Upolaing, ministre réformateur à la deuxième moitié du XIXe siècle, qui est l'auteur d'un texte maintenant très connu, le Rajadhamma Sanghaha, la collection des normes pour la royauté, qui est précisément une exégèse politique basée sur ces 5 principes. Alors, encore un peu plus concrètement, qu'est-ce qu'il y avait? Par exemple, dans un des principes, dit le roi doit être attentif à l'imposition, prendre des mesures fiscales, faciliter la vie des gens. Je sais, c'est quand même un sujet d'actualité en France actuellement, mais vous voyez, il y a quand même des continuités un peu partout. Soit dit cela, mais il y a une réforme qui a été faite dans les années 1861-62, qui était basée donc sur un argumentaire. On est quand même dans une monarchie absolue, façon de parler, absolue, mais les ministres doivent faire des recommandations au roi et ils font faire passer cela à travers une rhétorique complètement bouddhique sur la base de textes absolument traditionnels, incontestables, qu'on fait remonter au Bouddha, et sur cette base-là que les ministres peuvent donc argumenter. Il y en a un, c'est un collègue de Yomyenji qui proposait même une monarchie constitutionnelle. Alors, c'est vrai, on n'en était pas là. Alors, vous allez me dire, mais finalement, ils ont quand même été conquis. C'est vrai, mais n'empêche qu'il y a quand même à dire quelque chose à l'opposé de toute l'historiographie coloniale britannique qui existe toujours, qui est publiée toujours, de dire qu'il y avait des efforts de réforme. Quand on regarde l'histoire du Siam, évidemment, c'est un tout petit peu différent. Et je vais essayer de terminer avec ces quelques paroles. Il y aurait encore beaucoup à dire, que moi-même j'ai découvert en me lançant ce défi de ce sujet. Je vous remercie de votre attention et de votre patience. Bon, merci Jacques pour ce vue d'ensemble assez large et qui touche à beaucoup de sujets. Bon, j'imagine qu'il y a probablement des questions, des remarques de la salle. J'ai juste une petite question à vous poser par rapport à la comparaison avec le Sri Lanka. Oui. Parce qu'il y a en fait un des ouvrages classiques, sans doute aussi contestable sur certains points de vue, qui a essayé quand même de construire une théorie politique basée sur des concepts venant des textes bouddhiques. C'était quand même le livre de Tambaya, portant sur ce qu'il appelait la conception galactique. Et là, il a puisé à la fois dans des matériaux venant de Sri Lanka et de l'Asie du Sud-Est, même s'il n'a pas beaucoup touché à la Birmanie, je pense. Mais, non, voilà. Et évidemment, un peu l'adversaire là dans ce débat, c'est évidemment Tambaya. Je n'ai pas commencé à m'aventurer là-dedans. J'allais évidemment dire, voilà, Stanley Tambaya, World Conqueror, World Emperor, son ouvrage. Mais essentiellement, l'ouvrage, il prend comme exemple historique la monarchie du Siam au XIXe siècle. Exactement, oui. Et à partir de là, les autres historiens ont fait une sorte d'extrapolation. Alors, les moments, on entre un peu dans les guéguerres entre historiens, mais c'est exactement cela. On a fait une extrapolation. Et depuis, je vois les collègues anglo-saxons continuer là-dedans. Et à chaque fois, on dit, oui, c'est vrai, même aussi le Chakrawati, c'est pas qu'on trouve jamais. Mais il faudrait quand même voir d'un peu plus près. C'est pourquoi je cite l'épigraphie siamoise, où il n'y a que Chakrawati. C'est vrai, là, par exemple, là, je vais vraiment dans les détails, les 10 principes du roi, les Dasarajadhamma, c'est quelque chose qu'on retrouve au Siam, on retrouve en Birmanie. Mais en fait, la manière dont cette liste, c'est simplement des vertus du roi, 10 vertus, ça se fait en 2 lignes, est traité de manière complètement différente à la cour siamoise qu'en Birmanie, où actuellement en Birmanie, Aung San Suu Kyi va se révoquer des Myantaya Seba, comme on dit en birman, c'est les Dasarajadhamma. En fait, on reprend les vertus que devait avoir le roi, et j'ai demandé récemment, parce que je suis basé à Bangkok, un collègue qui m'a dit « Ah non,
une personne laïque ne peut pas, en quelque sorte, invoquer les vertus, qui sont les vertus, proprement dire, du roi. Ce qui élève le roi à une autre dimension cosmologique, si on veut, que c'est qu'on voit, et il y a une autre patte, là, qui est pétrie, je crois. Mais pour revenir à ma question de départ, donc, par exemple, la comparaison entre Sri Lanka et le cas birman, en parlant tout simplement du 16e, 17e, pour pas venir à une époque plus récente, ça donne quoi? Est-ce que ça donne une vision très contrastée pour la royauté? De la royauté dans un cadre bouddhiste. Bon, d'abord, il faut quand même dire que le contexte politique est tellement différent, parce que Sri Lanka se trouve sous l'emprise des Portugais, puis les Néerlandais. Portugais, puis les Néerlandais. Oui. Et puis le cas sri-lankais se construit autour de ce conflit entre les Tamouls et les Singalais, et on sait que tout ça, c'était beaucoup plus mêlé et compliqué que la vision historiographique était après. Alors que dans le cas de la Birmanie, il y a une sorte de profil birman et de domination birmane qui a une connotation très fortement ethnique aussi. Je pense que c'est un peu comparer les pommes et les oranges. Je me sens un peu mal à l'aise, je dois dire. Ok.